Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne du professeur Ben Boubacar Samira. Aujourd'hui, nous allons parler du paiement. Commençons sans tarder. Le paiement n'est pas le seul mode d'extinction de l'obligation. Il existe plusieurs autres situations qui vont entraîner l'extinction de l'obligation. Mais le paiement est le fait de désintéresser de manière efficace le créancier. Nous avons l'impossibilité de l'exécution. À ce moment-là, le créancier n'est pas désintéressé, mais l'obligation va s'éteindre du fait qu'elle est impossible à exécuter. Ça peut être du fait du débiteur, une faute du débiteur qui va entraîner l'impossibilité d'exécution de l'obligation, ou un fait extérieur comme par exemple la force majeure ou la cause étrangère. La remise volontaire, elle permet au créancier de réduire peut-être la créance, le montant, de modifier la prestation, et cette remise volontaire va entraîner une sorte de remise de prix, de dette sur le montant initial, et ça permet de désintéresser le créancier parce qu'il l'a voulu et d'opérer l'extinction de l'obligation. D'autres mécanismes qu'on a vus comme la novation. Rappelez-vous, la novation entraîne l'extinction de la première obligation pour la création d'une nouvelle. Donc par exemple, quand on a une novation par changement de débiteur, le premier débiteur du premier rapport n'est plus tenu et le créancier est désintéressé par rapport à ce débiteur au profit d'un nouveau débiteur. Il y a la compensation. Lorsque le créancier et le débiteur sont aussi créanciers et débiteurs l'un envers l'autre, ça opère compensation. Il y a le mécanisme de la confusion, où lorsqu'une personne était débitrice, se retrouve à la fois être débitrice et créancière, qu'elle dispose des deux catégories, en fait, des deux caractéristiques. C'est notamment le cas en matière de succession. Nous ferons une vidéo sur la compensation et la confusion. Ensuite, il y a la prescription, c'est l'extinction de l'obligation par le temps. Lorsque, par exemple, un créancier a été peu diligent, il a été négligent parce qu'il n'a pas cherché à recouvrer sa créance dans un certain délai, à ce moment-là, le temps va le sanctionner et la créance va disparaître d'elle-même du fait de l'écoulement d'un délai. On ne peut pas être tenu comme ça de manière indéfinie. Ensuite, il y a la résiliation volontaire. C'est le cas dans l'obligation conditionnelle à travers la condition résolutoire. Si la condition résolutoire se réalise, ça emporte l'extinction de l'obligation. On va se concentrer sur le paiement. Parce que le paiement, c'est, dans le langage commun, c'est le fait de payer, verser une somme, payer, effectuer un paiement. Malheureusement, en droit des obligations, la distinction entre le paiement et l'exécution de l'obligation, c'est exactement la même chose. Le paiement, c'est un mode d'exécution, mais en même temps, c'est un mode d'extinction de manière simultanée de l'obligation. Donc l'action de payer, c'est une définition du langage commun, pas du droit commun, du droit des obligations, mais du langage commun. Verser une somme d'argent ou l'échange entre des personnes qui vont faire du troc, c'est un paiement. Donc le paiement d'une somme d'argent, qu'elle soit scripturale ou fiduciaire, c'est le fait de payer avec de la monnaie. Mais l'obligation peut être de faire une prestation, et le fait d'effectuer cette prestation doit être considéré comme un paiement. Alors le paiement, c'est déjà un acte de libération pour le débiteur, et c'est un acte de satisfaction pour le créancier. De manière simultanée, lorsqu'il y aura paiement, il y aura exécution et extinction de l'obligation dans le même temps. Pour
les obligations à exécution successive. Effectivement, l'exécution va se renouveler, elle est répétée, mais chaque fois qu'il y aura exécution, il n'y aura pas d'extinction de l'obligation puisqu'elle s'écoule sur le temps, sur une longue durée ou sur une durée qui est indéterminée. Les modes de paiement: prestation, remise d'une chose, obligation de faire, obligation par exemple de ne pas faire, d'accord? Mais ce n'est pas limité à la remise de l'argent fiduciaire ou scriptural. Le droit marocain n'a pas donné de définition explicite de la notion de paiement. On retrouve le paiement dans l'article 1342 alinéa 1 du Code civil français. Le paiement est l'exécution volontaire de la prestation due. Donc la définition du paiement va au-delà du simple fait de remettre de l'argent. Qui sont les parties en présence lors du paiement? Vous allez me dire le créancier et le débiteur. C'est un peu plus compliqué. Rappelez-vous des termes de solvance et accipiens qu'on avait vus dans les vidéos précédentes. Le solvant, c'est le débiteur. Mais également, quand on l'a vu dans le cadre de la subrogation, le solvance est la personne qui a intérêt à désintéresser le débiteur. Puisque dans la subrogation, il est subrogé dans les droits du créancier initial. Ensuite, l'accipiens. L'accipiens est le créancier. Une personne qui va recevoir le paiement au nom du créancier n'est pas le créancier initial, mais il sera considéré comme l'accipiens. Donc, le fait que le paiement est fait à une personne qui n'avait pas, par exemple, le droit de recevoir cet argent, ça donne une inefficacité du paiement. Donc, si le paiement est inefficace, il n'opère pas extinction. À ce moment-là, il faudra que le débiteur qui a payé quelqu'un qui ne devait pas recevoir, par exemple, dans le cadre de la cession de créance, quand le créancier qui a cédé sa créance reçoit le paiement à la place du créancier cessionnaire, à ce moment-là, il n'avait pas à recevoir ce paiement puisqu'il a cédé sa créance. Nous allons parler des types de paiement. Il y a le paiement volontaire. Là, on a une définition qui apparaît, mais qui implique que le créancier accepte ce paiement volontaire. Le paiement, l'obligation est également éteinte lorsque le créancier consent à recevoir en paiement de sa créance une prestation autre que celle portée dans l'obligation. Ce consentement est présumé lorsqu'il reçoit sans réserve une prestation différente de celle qui était l'objet de l'obligation. L'obligation peut également être éteinte si le créancier accepte une forme de paiement autre que celle stipulée dans l'accord initial. Le consentement est présumé lorsque le créancier accepte sans réserve un paiement qui diffère de celui qui était prévu dans l'obligation initiale. Alors, cette disposition nous amène à nous intéresser au cas du paiement qui est différent de celui qui était prévu initialement entre les parties. Donc, normalement, le contrat veut que le créancier soit désintéressé de manière conforme à ce qui a été prévu dans le contrat. Et le débiteur doit satisfaire le créancier en accomplissant l'obligation qui était fixée, qui était prévue. Mais si le créancier accepte l'autre obligation, on n'est pas dans le cas de l'obligation alternative. On a vu précédemment, je ferai ça ou ça. C'est quelque chose qui n'était pas prévu. Il a le fait d'accepter et de ne pas retourner la chose ou de refuser le paiement présume que le créancier accepte cette forme différente. Et aussi, quand il va accepter cette forme différente d'exécution, ça va entraîner l'extinction de l'obligation.
Ensuite, le paiement peut intervenir dans un cadre où le créancier euh, a, a plusieurs créances à l'encontre du débiteur. C'est-à-dire que le débiteur, il a plusieurs dettes et il paye le créancier, et à ce moment-là se pose la question de savoir quelle est la dette qui sera éteinte, quelle sera l'obligation éteinte. L'article 323 du DOC explique que les paiements s'imputent sur la dette que le débiteur désigne lorsqu'il paye. S'il n'a rien dit, il conserve le droit de déclarer la dette qu'il a eu l'intention de payer. En cas de doute, l'imputation se fait sur la dette qu'il a pour lors le plus d'intérêt à acquitter, et de préférence sur celle qui est échue. Entre plusieurs dettes échues, sur celle qui offre le moins de garanties pour le créancier. Entre plusieurs dettes également garanties, sur celle qui est la plus onéreuse pour le débiteur. Entre plusieurs dettes également onéreuses sur la plus ancienne en date. Cette disposition est assez compacte et il faudrait procéder à un découpage de cet article pour pouvoir comprendre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'imputation des paiements effectués par un débiteur lorsqu'il doit rembourser plusieurs dettes. En fait, il y a une sorte de hiérarchisation des dettes pour éviter qu'on paye des dettes, par exemple, qui ne sont pas arrivées à terme, alors qu'il existe des dettes qui sont arrivées à échéance. Donc à ce moment-là, il faudra désintéresser, il faudra inscrire la priorité pour les créances qui sont arrivées à échéance. Parce que le débiteur peut-être verse l'argent et ne dit rien. Donc, ce que dit le législateur à ce moment-là, c'est que s'il ne dit rien, il conserve le droit de le faire plus tard. C'est pas quelque chose d'imminent, mais en effectuant le paiement, par exemple, quelques jours après, il envoie un mail au créancier, lui dit « J'aimerais que cette somme soit affectée à telle dette ». Et si le débiteur ne peut pas ou ne veut pas faire ce choix, ou il omet carrément de le faire, à ce moment-là, ce seront les dispositions qui sont prévues dans l'article 323 qui vont s'appliquer, à savoir cette hiérarchisation, ou plutôt cette priorité d'extinction des dettes. On va parler des principes d'imputation des paiements sur les dettes. Le débiteur, lorsqu'il n'a rien dit, il pourra dire plus tard quelle dette il souhaite éteindre avec son paiement. Donc on va voir le cas où le débiteur n'a rien dit et qu'il y a plusieurs dettes. Lorsqu'il y a plusieurs dettes, d'accord, et qu'il n'a rien dit, il y a un mécanisme d'imputation qui est fixé par l'article 323 du DOC et qui tient compte de l'intérêt du débiteur dans la mesure où il fait cet effort de désintéresser le créancier, et donc il a cette possibilité d'être favorisé lors de ces imputations. Nous allons le voir. Déjà, la priorité, c'est d'éteindre les créances qui sont arrivées à échéance. Donc les créances qui ne sont pas arrivées à échéance ne sont pas considérées comme une priorité, et donc on va faire éteindre l'obligation d'une créance qui est arrivée à échéance. Si toutes les dettes sont arrivées à échéance, il faut regarder quelle est la dette qui aura les conséquences les plus dommageables pour le débiteur en cas de non-paiement. C'est ce qu'on avait dit tout à l'heure par rapport à des clauses qui sont contenues par exemple dans un contrat, peut-être des pénalités de retard. Donc là aussi, une clause pénale qui peut avoir des conséquences importantes et aggraver la situation du débiteur. Donc, désintéresser le créancier en imputant ce paiement sur la dette qui est arrivée à terme et qui aura des conséquences importantes pour le débiteur. Lorsque plusieurs dettes sont arrivées à échéance et qu'il y a des garanties, on va regarder la créance qui offre le moins de garanties. Donc, pour le créancier, il faut le rassurer et imputer cet argent qu'il a reçu sur une dette
qui ne disposent pas de sûreté. Pour le reste, on se dit, pour les autres dettes, le créancier dispose de garanties. Ensuite, lorsqu'il y a plusieurs dettes et qui disposent, toutes les dettes disposent de garanties, à ce moment-là, on va commencer par la dette qui est la plus onéreuse en valeur pour le débiteur, pour lui permettre de se débarrasser des garanties qu'il a données au créancier. Ensuite, quand il y a plusieurs dettes qui sont onéreuses, on va choisir la dette qui est la plus ancienne en priorité, puisque toutes les dettes sont dans une certaine somme. Donc voilà pour ces priorités qui sont nécessaires et qui, on le voit dans cette partie-là, quand même tiennent compte de l'intérêt du débiteur. On va s'intéresser aux modalités de paiement. Alors, le fait de désintéresser un créancier va se faire par des imputations, d'accord ? Donc, comme on a vu dans le cas précédent, le paiement est effectué, mais il faut attribuer à quelle dette et quelle obligation en fait sera éteinte par ce paiement. Ensuite, il y a des moyens de désintéresser le créancier par des paiements qui ont été effectués parfois avant, ou des paiements partiels qui ont été effectués avant. Va se poser la question de l'acompte et des arts. Et ces avances, en quelque sorte, posent un certain nombre de difficultés en droit des obligations, parce qu'on entend souvent les arts ne se restituent pas. On va voir que c'est beaucoup plus compliqué que ça, et que l'acompte va entrer en quelque sorte, dans la déduction du prix qui va être donné. Il va être imputé sur le paiement final. Alors, les arts sont prévus aux articles 288 du DOC. Les arts sont définis comme c'est une forme d'engagement, de pré-engagement, un moyen d'assurer à l'autre partie que l'exécution de l'obligation est en cours et se fera. C'est un moyen de preuve, un moyen de rassurer. Les dispositions du DOC, mais aussi les dispositions qu'on voit dans les contrats, sont souvent ambiguës sur le sort des arts, surtout quand l'obligation ne va pas aboutir, l'exécution ne va pas aboutir. Est-ce que les parties ont eu l'intention, dès le début, de dire les arts ne vont pas se restituer, ou au contraire, ils vont être restitués puisqu'ils vont accorder une forme de rétractation? Et c'est là la difficulté de comprendre cette distinction entre les arts et les acomptes. D'où ce schéma ici que vous voyez. Donc, les arts, ce sont des sommes qui sont données pour garantir l'exécution ou pour prouver qu'on va s'exécuter. Il est possible de déduire le montant de ces arts dans le montant qui va être donné après et dans le cadre de l'exécution du contrat. Par exemple, quand quelqu'un a donné un montant en avance pour acheter quelque chose, effectivement, à ce moment-là, ce sera déduit. Mais là, on va parler de quoi? On va parler d'acompte. Restitution également après l'exécution du contrat si le donneur est le vendeur ou le locateur. Donc ça veut dire par exemple le propriétaire d'une chose, il dit voilà, je vous donne cette somme pour garantir que le bien va vous être attribué. Lorsque le contrat sera exécuté, cette somme va être restituée. Le DOC parle de quelque chose que je n'ai pas évoqué. Le DOC parle des arts, mais pas forcément des acomptes. En fait, cette dénomination, elle l'emporte pour tout. La restitution des arts va s'effectuer dans quel cas? Lorsqu'il y aura un commun accord entre les parties, que si ça ne s'exécute pas, chacun procédera à des restitutions et dont les arts.
et donc sont restitués là de manière totalement consensuelle parce que ce qui était prévu à la base entre les parties. La retenue des arts en cas de non-exécution, c'est un droit en quelque sorte de retenir les arts pour l'une des parties parce que l'autre ne s'est pas exécuté. C'est aussi considéré comme le paiement du temps de l'immobilisation de la chose et qu'elle n'a pas été montrée à d'autres personnes qui étaient susceptibles de l'acheter. Le fait de geler dans le temps et par les arts fait que plusieurs penseurs disent non, les arts ne se restituent pas parce que c'était le moment de l'immobilisation de la chose en attendant que l'autre personne s'exécute. S'il n'avait pas l'intention d'exécuter, peut-être que j'aurais déjà vendu ce bien. Mais la retenue, elle peut aussi avoir comme effet que la personne qui a qui a gardé les arts puisse également aller devant les tribunaux pour demander des dommages et des intérêts. Et il peut aussi, dans un autre cas, y avoir une restitution des arts après, ou une forme de compensation possible entre les arts qui ont été donnés et peut-être les dommages et intérêts qui ont été attribués à la partie qui a donné les arts. Dans le cas où la personne a tout fait pour ne pas que la personne s'exécute, et à ce moment-là, il y aura compensation. Si c'est un droit de se retirer, d'accord, c'est la possibilité aussi pour l'autre partie de retenir les arts auprès d'elle. Donc, quand les arts servent de moyen de rétractation, à ce moment-là, on parle d'une faculté de dédit, d'accord, parce que ça permet à la partie de se retirer, moyennant une forme de désintéressement, d'indemnisation. Si elle opte par exemple pour un paiement qui est partiel dans le cas des arts, ça prouve sa volonté d'engagement. Et s'il y a exécution, il faudra considérer ça comme un acompte. Donc, et là, quand c'est un acompte, c'est déduit du prix convenu lors de l'exécution. Donc, ce n'est pas si radical de dire les arts se restituent, l'acompte, faut le prendre en compte. Non, c'est la finalité. Lorsque les arts ils correspondent à la possibilité une possibilité pour l'une des parties de se rétracter. Les arts, c'est un moyen de rétractation et en même temps de rétractation avec une contrepartie qui est la faculté de dédit. Mais quand on restitue les arts, alors que le contrat est résilié, d'accord, de manière consentie, je dis bien consentie, là on est dans la faculté de dédit, voilà, on peut se retirer et à ce moment-là, il y aura une résiliation de l'engagement, du contrat, et les parties vont restituer ce qu'elles doivent, et même les arts. Pas facile de comprendre cette distinction. On va s'intéresser aux moyens de paiement, de garantir l'exécution ou de garantir le paiement. C'est pas évident de contraindre quelqu'un à s'exécuter, mais on peut avoir recours à des mécanismes de saisie, des mécanismes qui sont propres au contrat, comme la contrainte par le contrat avec la clause pénale. On peut aussi avoir la contrainte par le juge avec l'astreinte. Alors, on va parler de la saisie conservatoire. Là, le législateur a défini qu'est-ce que la saisie conservatoire. Qu'est-ce que c'est ? L'article 453 du DOC dispose que la saisie conservatoire a pour effet exclusif de mettre sous main de justice les biens meubles et immeubles sur lesquels elle porte, d'empêcher le débiteur d'en disposer au préjudice de son créancier. En conséquence, toute aliénation consentie à titre onéreux ou gracieux alors qu'il existe une saisie conservatoire est nulle et non avenue. Alors, que veut dire cette disposition ? Lorsqu'un créancier
il est confronté à une menace qui pèse sur ses droits, il a la possibilité de demander au juge de prendre des mesures conservatoires pour protéger sa créance. C'est le cas, par exemple, dans cette image où Batman est traîné au tribunal par Superman, puisque dans les saisons précédentes, on avait dit que Batman était le débiteur de Superman. Superman a peur que sa créance à l'encontre de Batman ne soit pas recouvrée. Il sait que Batman, il a une Batmobile et son manoir, et il souhaite faire une saisie conservatoire de ses biens pour éviter que Batman organise en quelque sorte son insolvabilité. Cette procédure ne peut être faite que par un juge, c'est-à-dire que le créancier n'a pas cette faculté d'aller saisir les biens de Batman pour dire bah voilà, je vais prendre ta maison, je vais prendre ta Batmobile pour garantir que tu me payes. En aucun cas. L'article 452 du DOC explique que cette procédure ne peut être faite que sous la forme d'une procédure devant le président du tribunal de première instance qui va rendre une ordonnance de saisie conservatoire, et cette ordonnance devra être exécutée sans délai. Quelles sont les conditions pour demander au tribunal la saisie conservatoire? Alors, première chose, il faut avoir une créance qui est légitime. Comme d'habitude, si elle est bancale, si elle porte sur quelque chose qui est litigieux, s'il y a une forme de contestation, à ce moment-là, il n'est pas possible de demander la saisie conservatoire sur quelque chose ou sur une créance qui est bancale. Et aussi, il faut prouver qu'il y a de fortes présomptions, des circonstances qui vont amener peut-être le débiteur à faire disparaître ses biens, à organiser son insolvabilité. Donc ça repose aussi sur une part de soupçon et qu'il y a des chances qu'il ne recouvre pas sa créance. Il y a une compétence exclusive pour les ordonnances de saisie ou de mesures conservatoires au président du tribunal de première instance qui va émettre cette ordonnance de sauvegarde, mais plutôt on parle d'ordonnance de mise sous saisie conservatoire. Si le débiteur estime que il a la possibilité de présenter d'autres garanties, il pourra le faire. Mais il faut que le juge analyse dans son ensemble le fait qu'il y ait un risque que le débiteur fasse disparaître son patrimoine. Même si, on l'a dit, le patrimoine ne disparaît pas, mais des éléments de son patrimoine. Alors, quel est le sort de la saisie conservatoire ? Lorsque la saisie elle est effectuée sur une créance, par exemple, qui concerne une somme d'argent, l'argent, en quelque sorte, devient indisponible. C'est-à-dire que le débiteur ne peut pas en disposer. Et s'il a un compte en banque, la saisie conservatoire va se faire à hauteur du montant de sa dette. Donc tout l'argent qui est au-dessus ne sera pas affecté par la saisie conservatoire. Donc ça a les effets d'une consignation. C'est-à-dire que les sommes qu'il doit sont consignées et qu'il ne pourra pas les utiliser. La saisie conservatoire peut également toucher les biens du débiteur. Et là, ces biens-là, ils deviennent indisponibles dans la mesure où il ne pourra pas librement en disposer, ni les vendre, ni les mettre sous location. Il n'aura pas la possibilité de les aliéner. Pareil, ces biens-là sont consignés. Ensuite, lorsque le débiteur ne va pas s'exécuter, la saisie permet à ce moment-là au créancier de faire vendre les biens qui sont saisis
sans avoir à engager une nouvelle procédure qui va constater que oui, on lui a laissé un temps peut-être et que voilà, ça ne s'est pas fait. À ce moment-là, il y aura une efficacité de la saisie conservatoire puisque le créancier pourra engager de manière rapide la vente des biens qui étaient consignés. Quels sont les types de biens? Donc là, on en a vu les sommes d'argent, les biens. Quels sont les types de biens qui sont concernés par la saisie conservatoire? L'article 455 du DOC dispose que la saisie conservatoire, elle peut porter sur des choses, des biens mobiliers qui se trouvent entre les mains du débiteur, ça veut dire entre les mains de la personne qui est poursuivie, et l'agent chargé de l'exécution va procéder à un procès-verbal et il va énumérer, il va faire un inventaire des biens saisis. Lorsque ça concerne des bijoux, des métaux précieux, par exemple des lingots, le procès-verbal doit tenir compte autant que possible de leur description, de leur valeur. Quand c'est un fonds de commerce, il faut avoir un PV qui détaille la description et l'estimation des éléments qui vont composer ce fonds de commerce. Ensuite, quand ça porte sur un immeuble qui est immatriculé ou qui est en cours d'immatriculation, il faut faire une formalité supplémentaire, d'accord, avec le PV, c'est qu'il faut inscrire la saisie conservatoire auprès de la conservation foncière et que c'est inscrit en fait dans le livre foncier. Donc voilà cette distinction faite ici entre les biens mobiliers et les biens immobiliers. La différence, c'est qu'un PV suffit pour les biens mobiliers qui vont entraîner simplement une description des biens. Par contre, quand ça concerne un bien immobilier, à ce moment-là, il faut l'inscrire sur le livre de la conservation foncière, au même titre que ça se fait pour les hypothèques. Alors, on a terminé avec la saisie conservatoire. Nous allons voir le deuxième cas de moyen pour contraindre au paiement le débiteur, c'est la clause pénale. La clause pénale, elle trouve son origine dans le contrat. Même si on a la dénomination pénale, ça n'a rien à voir avec le droit pénal, mais c'est une sanction pécuniaire qui est insérée dans le contrat. Le contrat sanctionne par lui-même. L'article 264 du DOC. Alors déjà d'une part, la clause pénale, pas de disposition dans le DOC sur la clause pénale. La clause pénale a émergé avec la pratique, mais pas de dispositions qui sont propres sur la clause pénale. On a des indices par rapport aux dommages et intérêts. L'article 264 du DOC, les parties contractantes peuvent convenir des dommages et intérêts dus au titre du préjudice que subirait le créancier en raison de l'inexécution totale ou partielle de l'obligation initiale ou en raison du retard apporté à son exécution. Donc le DOC explique qu'il y a un droit à la réparation du fait de l'inexécution, de l'exécution partielle ou du retard dans l'exécution. Donc ces dispositions légitiment la pratique de la clause pénale. La clause pénale, elle prend la forme d'une clause avec un montant forfaitaire, un pourcentage, une somme fixe, où il y a une indemnité qui sera due de manière automatique en cas d'inexécution. La clause pénale n'est pas définie par le DOC. La clause pénale, c'est un montant forfaitaire qui est fixé dans le contrat en cas d'inexécution d'une obligation. L'inexécution, l'exécution partielle ou le retard. C'est une indemnité qui est prédéterminée, qui est préfixée. Se pose la question de savoir quel est le rôle de la sanction de la clause pénale. C'est un rôle de sanction
par exemple pour le professeur Denis Mazot. La clause pénale, elle sanctionne le manquement de l'une des parties à l'une de ses obligations. Elle s'applique simplement du fait de l'inexécution. On ne regarde pas le dommage subi. Parfois, le retard dans l'exécution ou le fait de ne pas exécuter dans les délais n'entraîne pas forcément un dommage. Et donc ça, c'est une des critiques des clauses pénales, puisque il y a une totale déconnexion entre le montant payé et le préjudice réel. L'article 264 du DOC dispose que les dommages sont la perte effective que le créancier a éprouvée et le gain dont il a été privé, et qui sont la conséquence directe de l'inexécution de l'obligation. Parfois, le fait qu'on exécute de manière tardive, retardée, n'a pas forcément un impact sur l'exécution. Et donc, ça peut entraîner des déconvenues pour les parties lorsque ces montants forfaitaires n'ont rien à voir avec la réalité ou voire l'absence d'un préjudice réel. Se pose la question maintenant de savoir comment mettre en œuvre la clause pénale dans le contrat. La clause, elle est activée toute seule par le contrat d'elle-même dès qu'il y a une inexécution, une exécution partielle ou un retard. C'est une sanction privée dans le contrat et le montant est dû à partir de l'inexécution, de la mauvaise exécution ou du retard dans l'exécution. Peu importe le dommage subi, l'ampleur de ce dommage ou voire l'absence de dommage. Le montant de la clause pénale est fixe. Il ne peut être ni augmenté ni réduit. Là se pose la question de différencier la clause pénale de la clause limitative de responsabilité, qui sont deux choses différentes. La clause pénale, elle vise à sanctionner une inexécution du contrat, alors que la clause limitative de responsabilité, elle sert à encadrer, à limiter la responsabilité de l'une des parties lors d'une mauvaise exécution ou d'une faille dans l'exécution du contrat. Je vous donne un exemple. Vous avez dans les contrats de transport des clauses limitatives de responsabilité qui plafonnent le montant des indemnisations, par exemple en cas de retard, en cas d'avarie, en cas de perte ou en cas de manquant dans les marchandises. Il y a un montant DTS par partie, par kilo, le montant DTS par kilo. Et donc, c'est ce montant-là qui sera donné quand il y a eu une perte de marchandises, une avarie ou un manquant. Et on ne peut aller au-delà de ce montant-là. Quel est le rôle du juge face à la clause pénale? Est-ce qu'il a la possibilité d'intervenir pour moduler cette clause pénale? L'article 264 alinéa 1 explique que le tribunal peut réduire le montant des dommages et intérêts convenus, première manifestation, de clause pénale, s'il est excessif, ou augmenter sa valeur s'il est minoré, comme il peut réduire le montant des dommages et intérêts convenus compte tenu du profit que le créancier en aurait retiré du fait de l'exécution partielle de l'obligation. Alors, on est ici dans un interventionnisme du juge concernant les clauses pénales qui fixeraient des dommages, une réparation qui serait excessive par rapport à la réalité du préjudice. Ensuite, il y a le fait que, on peut déduire de cet article, le fait que la personne qui reçoit cette indemnisation qui est prévue par le contrat pourrait profiter d'une exécution partielle et ensuite toucher le montant de cette indemnité qui est prévue par la clause pénale. Et donc on se trouverait dans une situation où la fonction sanction n'aurait aucun intérêt. La clause pénale, c'est un moyen de dissuasion pour favoriser l'exécution du contrat.
Elle n'est pas là pour... elle est mise au début pour dire aux parties, voilà, si vous n'exécutez pas, quel est le risque? Donc cette épée Damoclès qui est au-dessus de la tête du débiteur fait qu'il va courir à l'exécution. Et donc ça a plus une fonction dissuasive qu'une fonction de réparation. Ensuite, il n'a pas le créancier, il est dans une situation qui est assez confortable puisqu'il n'a pas à prouver son préjudice, il doit juste prouver la contravention, l'inexécution. Qu'est-ce qui se passe quand il y a une absence de préjudice? D'accord? Donc c'est le cas où le juge va intervenir. Voilà, il aura la possibilité au contenu de l'article 264 alinéa. Le juge français aussi va intervenir quand le montant est manifestement excessif au regard de l'article 231-5 du Code civil français. Et donc, il a la possibilité, voire d'exonérer, de réduire le montant de la clause pénale, mais là, c'est dit de manière non équivoque. Ensuite, aux États-Unis, vous avez, concernant ces clauses pénales, cette fonction de punitive damages qui permet au juge de condamner le débiteur à verser une somme qui est plus importante au coût réel du préjudice pour sanctionner le débiteur. Donc si on transpose ces punitive damages pour la clause pénale, sa fonction, ce serait de sanctionner le débiteur pour ce qu'il n'a pas fait, pour son inexécution, et aussi de l'empêcher de refaire ce genre de choses, et ça a cet effet également de dissuasion dans les dommages et intérêts punitifs. Et ça pourrait aussi amener le débiteur, ces clauses pénales, de l'autre côté, on a vu que ça pouvait pénaliser le débiteur, mais aussi c'est un moyen pour le débiteur de s'exécuter, parce que le fait qu'il n'exécute pas son obligation pourrait entrer dans le cadre de ce qu'on appelle les fautes lucratives. Donc la clause pénale permet d'éviter ce genre de pratique. On va terminer avec l'astreinte, qui est un moyen de contraindre le débiteur au paiement par son passage devant le juge. On l'a vu avec la saisie conservatoire, mais là, d'une manière un peu plus ciblée avec l'astreinte. Alors, l'astreinte, c'est une sanction pécuniaire qui est ordonnée par le juge pour contraindre un débiteur qui est récalcitrant à se conformer à son obligation. Bien que cette mesure soit un moyen efficace de pression financière, elle est limitée par le respect de la liberté individuelle. Donc elle permet d'assurer l'autorité du juge et en même temps de garantir la satisfaction du créancier indépendamment de l'attribution de dommages et intérêts. Alors, le juge intervient pour contraindre le débiteur à s'exécuter, à se conformer à l'obligation qui était la sienne. C'est un moyen efficace de pression financière parce qu'elle va impacter la liberté, le débiteur, puisque le juge va affecter des montants à payer au débiteur tant qu'il ne se sera pas mis en conformité ou tant qu'il n'aura pas exécuté son obligation. On entend, il a été condamné à une astreinte de payer par jour de retard tel montant. L'astreinte, le montant de cet argent, pose aussi la question de savoir est-ce que l'argent ira au créancier ou cet argent va aller dans les caisses de l'État. Lorsque l'article 448 explique que lorsque le poursuivi se refuse à accomplir une obligation de faire ou contrevient à une obligation de ne pas faire, l'agent chargé de l'exécution le constate dans son PV et rend compte au président, lequel prononce une astreinte si cela n'avait été fait. Le bénéficiaire de la décision peut en outre
solliciter de la juridiction l'ayant prononcé l'allocation de dommages et intérêts. Donc l'astreinte, c'est un pouvoir discrétionnaire du juge de garantir l'exécution d'une obligation. Donc le juge à ce moment-là va intervenir et contraindre la personne à s'exécuter en imposant une astreinte. Le juge également a cette faculté de demander à ce qu'une décision de justice qui a été prononcée par un autre juge soit suivie d'une astreinte qui est fixée par lui. Le pouvoir discrétionnaire qu'on a évoqué tout à l'heure va permettre au juge de choisir comment il va contraindre le débiteur. Est-ce qu'il va devoir payer par jour, par semaine, par mois de retard? Ça, c'est la libre faculté du juge, c'est son pouvoir discrétionnaire. Les montants dus pour chaque infraction qui va être constatée, d'accord? Et là, à ce moment-là, tant que la personne ne sera pas exécutée, le compteur va tourner et il devra s'acquitter de ces sommes qui vont être pas des dommages et intérêts, mais qui sont de l'argent qui sera destiné à l'État. L'astreinte, en fait, elle n'est pas limitée à des sommes, il faut payer, ça peut concerner tout type d'obligation. Elle peut être prononcée pour garantir l'exécution d'une obligation de faire, par exemple une obligation de détruire une construction. Donc tant que la construction ne sera pas détruite, par jour de retard, la personne paiera par exemple 1000 dirhams par jour de retard. Donc le fait qu'on ait 7 jours de retard, ça fait 7000 dirhams. C'est un moyen donc de contraindre à l'exécution. L'obligation de s'abstenir de faire quelque chose, par exemple, une personne qui s'est installée dans une zone où elle ne devait pas s'installer du fait qu'elle a signé une clause de non-concurrence, le temps qu'elle reste par jour, peut-être que le juge va estimer qu'il va lui donner une somme de 500 dirhams par jour, tant qu'elle n'aura pas déménagé. Pareil, pour une somme d'argent, tant que la somme d'argent n'est pas réglée, la personne paiera une astreinte de, je sais pas, 400 dirhams par jour. L'astreinte, elle a cette particularité, c'est qu'elle n'est pas une obligation qui va entraîner, le pouvoir du juge en matière d'astreinte, il est là, il va sanctionner, mais pour autant, la décision qui va prononcer une astreinte n'a pas force d'autorité de chose jugée. Ça veut dire que le juge peut librement décider de la supprimer pour l'avenir. Donc c'est une décision qui peut être modulée dans le temps. Le juge peut revenir sur sa décision, l'arrêter, la continuer. Donc c'est vraiment le pouvoir discrétionnaire pur du juge pour contraindre à l'exécution du débiteur. Donc voilà pour l'astreinte et cette séance sur le paiement. Je vous remercie infiniment et je vous dis à la prochaine. Si vous avez besoin d'informations sur le paiement, je vous invite à regarder le cours qui est disponible sur le site internet. Merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.